Bonjour, je m'appelle Nicolas Marié. Alors les personnages que j'ai pu doubler, c'est entre autres, je suis obligé de regarder mes notes parce que sans ça, je m'en souviens pas, Tim Roth, le docteur Lightman, dans la petite série qui s'appelait Light to Me. Tim Roth ou Tim Roth ou Tim Ross, enfin, c'est à vous de choisir. Ensuite, David Morrissey, le gouverneur, dans Walking Dead. Encore Michael T. Weiss, qui faisait le personnage de Jarod dans le Caméléon. Enfin, il y en a d'autres, mais on en parlera à un autre moment. Et bien évidemment, bienvenue sur clap.ch. Nicolas Marié, bienvenue, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté d'être interviewé. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Cette année, en fait, vous démarrez assez fort puisque on va vous voir dans le film, la comédie française Adopte un veuf avec André Dussolier. Comment vous avez été casté? Comment vous avez eu écho du projet? Je crois simplement que le réalisateur, je crois que ce sont les producteurs qui ont vu le dernier film d'Albert Dupontel qui s'appelait 9 mois ferme et qui, à la suite de ça, m'ont demandé. Et j'ai lu, je trouvais ça intéressant, j'ai changé plein de choses et ils ont tout accepté. Donc je l'ai fait avec grand plaisir et ça sort le 20 avril prochain. Dans le film, finalement, quel rôle vous jouez? Qui êtes-vous? Je fais l'ami, le copain d'André Dussolier, qui a perdu sa femme 2 ans plus tôt, et qui va essayer de lui faire prendre l'air, de lui faire penser à autre chose. Et il va revenir chez son copain et se rendre compte que l'image qu'il avait de lui depuis que sa femme était morte, c'est-à-dire celle d'un veuf éploré, finalement, c'est pas ça du tout. Parce que ce type accueille chez lui, je ne veux pas spoiler, je ne veux pas non plus déflorer toute l'histoire, mais André Dussolier va accueillir chez lui des colocataires, on appelle ça comme ça, et il va se passer plein de choses, et mon gars découvre des aspects de la personnalité d'André Dussolier qu'il n'imaginait pas une seconde. D'accord. Comment se sont passés vos échanges avec André Dussolier et les autres comédiens? André Dussolier, je le connais parce qu'on a tourné plusieurs choses ensemble. On avait tourné ensemble dans Micmac attire l'arigot, hein, c'était un film de Jean-Pierre Jeunet. J'avais tourné dans un autre film, il ne faut pas vieillir, je ne me souviens plus du nom. C'était un film de Pascal Thomas. C'était une trilogie... il faisait Catherine Fro et lui des personnages récurrents et je me souviens plus exactement du titre. Donc André, on se connaît depuis quelques années. Et c'est un type absolument charmant, c'est un merveilleux acteur et c'est un bonheur de tourner avec des gens comme ça. Donc quand j'ai su bien évidemment qu'André était le rôle principal, j'y suis allé avec d'autant plus de plaisir. Parmi toutes les séquences dans lesquelles vous avez tourné, quelle est celle où vous êtes le plus amusé? Dans ce film-là? Dans ce film-là, oui, toujours dans Adopte un veuf. Il n'y en a pas une en particulier. Moi, vous verrez, les gens qui iront voir le film verront, mon personnage, encore une fois, est très, très singulier dans l'histoire et un poil à part. Donc, toutes les scènes qui m'ont été attribuées sont drôles parce qu'elles sont décalées, elles sont amusantes. Non, mais et puis si j'en raconte trop, je vais spoiler. Donc, mais il y a en particulier une scène qui est assez drôle où tous les personnages du film se retrouvent dans un endroit où il y a des bêtes particulières et entre autres une mygale qui va entre autres sur ma tête, et c'est des moments très très drôles. On s'est beaucoup amusé avec une grande peur quand on l'a tourné parce que c'était des vraies mygales, mais j'ai appris qu'elles pouvaient ne pas être agressives, je ne sais pas comment on dit, mais je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet. J'imagine. Quand vous n'avez jamais touché à ça et que vous avez cette espèce de bête velue et qu'on vous la met là sur la tête et qu'on dit tu bouges plus, moteur, action, et il va se passer des choses qu'on n'imagine pas. Et les gens le verront quand ils iront voir le film. Tout à fait, tout à fait. Pour revenir un petit peu dans le passé, en fait, vous êtes acteur depuis environ une quinzaine d'années. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers moments en tant que comédien? Alors vous êtes gentil de me rajeunir, parce qu'acteur depuis une quinzaine d'années, ça me fait plaisir. Je suis quand même très jeune, hein, c'est vrai. Non, je suis acteur depuis 40 ans.
Alors, tu sais, j'en ai quand même... Merci Wikipédia. Ah ouais, non, j'ai dû commencer en 74 ou 75, donc tu vois, ça fait... Mais non, comment... Au début, c'est ça la question ? C'était quoi la question ? Quel souvenir vous gardez de vos premiers moments en qualité d'acteur ? Oh, j'ai plein de souvenirs, parce que moi, j'ai des souvenirs très émouvants, parce que quand j'ai commencé, je commençais avec des gens comme Muriel Robin, comme Elie Semoun, Christophe Malavoie, des gens comme ça, qui n'étaient pas connus du tout, et avec qui on s'amusait à aller jouer plein de pièces de théâtre. C'est pas gênant le téléphone, là ? Hein, tu l'entends ? Ouais, on l'entend, il fait ding-ding. Excusez-nous, on a deux petites secondes, on va régler ça tout de suite. Je les lis pas, je décroche juste pour qu'on soit plus... Je le mets en avion, voilà, hop, c'est fini. Alors, il va couper ou pas au montage, mais on va revenir juste un petit poil en arrière. Et alors, donc la question, c'était, alors quels sont mes bons souvenirs de jeune acteur ? Alors, moi j'ai commencé encore une fois avec des gens comme Muriel Robin, Elie Semoun, des gens comme ça. Et ce ne sont que des bons souvenirs. D'abord parce que c'est des souvenirs de jeunesse. Et que contrairement à ce que vous avez dit au début, c'est pas 15 ans, c'est 40 ans que j'en vends. Donc je regarde tout ça avec amusement, avec nostalgie. Et non, ce sont que des bons souvenirs quand vous avez 20 ans, que vous avez 25 ans, et que vous êtes sur des places de village et que vous jouez... on jouait tout le répertoire. On pouvait jouer Cyrano de Bergerac, Le Malade imaginaire, du Goldoni, du Yukio Mishima. Enfin, on jouait plein de choses qu'on voulait laisser jouer. Après, les choses se sont plus précisées à Paris, quand on s'est mis à tourner, etc. Mais les souvenirs... Au début, je n'ai que de bons souvenirs. D'accord. Mais vous en voulez peut-être un en particulier. J'en ai pas en particulier. Non, pas forcément. Non, voilà. C'était selon ce qui vous venait dans l'immédiat. Mais moi, j'ai que des bons souvenirs de ce métier, puisque, enfin, métier, c'est un nom bizarre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, travailler. Faire un travail, c'est un mot qui est un peu péjoratif, c'est devenu péjoratif. Donc, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bien sûr que c'est embêtant d'apprendre des textes. Bien sûr que là, je suis en train de tourner une petite série qui s'appelle Les Hommes de l'Ombre. C'est la 3e saison avec Carole Bouquet, avec Bruno Volkovitch, avec Rachida Brakni. C'est un peu lourd parce que c'est beaucoup de jours de tournage, c'est de la télévision, donc c'est un travail ardu, important, lourd, mais ça n'est aussi que du bonheur et que du plaisir. Et si travail il y a, le seul travail qu'on a à faire, c'est quand il faut apprendre le texte, où là c'est un travail ardu. Mais c'est pas forcément du mauvais souvenir non plus. Et ce que je veux dire simplement, c'est que c'est une vie de bons souvenirs, parce que l'engagement n'est pas un engagement contraint, c'est un engagement de plaisir. Donc ça peut être que de bons souvenirs. Que agréable, ouais, d'accord. Donc si vous me demandez mes bons souvenirs, je vais vous raconter ma vie. Ça va être un peu long. Hein. Non. 40 ans de métier, ça va être un peu long. Vous apparaissez aussi beaucoup dans les réalisations d'Albert Dupontel. On vous sait proche, en fait. Est-ce que c'est par amitié ou est-ce que c'est une redevance? Est-ce que c'est une dette? Enfin, pourquoi, en fait pas du tout, jamais. En humour, bien sûr. Non, bien sûr. Non, en aucune manière. Non, on s'est rencontrés avec Albert Dupontel quand il faisait sa première pièce de théâtre, lui. Et c'était, je sais plus, c'était l'Avare, je crois, qu'on jouait à la Porte Saint-Martin. Et il était en cinquième année de médecine, il finissait et il était en train de se demander s'il allait continuer la médecine ou s'il allait faire du théâtre. Le cinéma, c'est venu après. Et puis, on a sympathisé tout de suite et on a fait un bout de chemin ensemble sur ses tout débuts, sur les, comment on appelle ça, les courts-métrages qu'il pouvait faire au début. Et puis, on ne s'est jamais quitté. Mais je veux dire, on ne s'est jamais quitté, c'est-à-dire que chacun a fait son parcours de son côté, mais chaque fois que lui tournait quelque chose, il me disait « Nicolas, viens ». Donc, je venais. Et j'ai été dans tous ces films, sauf une petite série qu'il avait faite pour Canal+, qui s'appelait Mauvaise affaire ou... Non, ouais, je sais plus. C'était, voilà, il y avait une petite série sur Canal+, dans laquelle j'étais pas. Et là, en ce moment, il est en train de tourner
un film, il a fait une adaptation, pardon, il a fait une adaptation du prix Goncourt 2013 qui s'appelle Au revoir là-haut, qui est un roman de Pierre Lemaitre, qui est une très belle histoire sur deux personnages qui se sont rencontrés à la guerre 14, dont un des deux a sorti l'autre d'un trou d'obus et qui est devenu une gueule cassée. Et c'est les errements de ces deux personnages après la guerre 14 et qui, entre autres, vont faire une escroquerie énorme qui a vraiment existé. Enfin, je vous passe les détails de tout ça, mais c'est une très belle histoire. Et il est donc en train de tourner ça depuis un mois. Dans laquelle vous serez ? Dans laquelle j'étais normalement. Seulement le problème, c'est que ces hommes de l'ombre que je fais n'ont pas été compatibles avec les dates d'Albert. Et que c'était les hommes de l'ombre l'engagement avait été pris avant Albert. Donc j'ai pas pu tourner avec lui, à mon grand regret, bien sûr. D'accord. Vous êtes aussi comédien de théâtre. En fait, qu'est-ce que vous préférez entre le cinéma, les séries et le théâtre ? J'ai pas de préférence parce que il y a un lien commun avec tous ces supports-là. C'est des supports différents, c'est tout, mais il y a un lien commun, c'est le jeu. C'est-à-dire, on fait des imbéciles, en clair. Que ce soit dramatique ou que ce soit comique, on est là pour faire des imbéciles. On joue, au vrai sens du terme. Donc, et que vous soyez au théâtre, à la télévision, au cinéma, à la synchro, ou n'importe où ailleurs, c'est le jeu qui prime dans tout ça. Donc j'ai pas de préférence, simplement il y a un rapport, évidemment, on a tous un rapport avec le théâtre qui est un rapport affectif fort, puisque la communication directe avec le public est quelque chose de particulièrement émouvant, grisant. Donc c'est vrai, mais j'en ai fait beaucoup. D'un autre côté, on peut avoir les mêmes sensations à la télévision, au cinéma, parce que on joue quand même, vous avez en général autour de vous une équipe de 30 ou 50 ou 60 personnes, pour lesquelles, qu'on le veuille ou non, on joue aussi d'une certaine manière. C'est pas forcément uniquement narcissique, un jeu avec soi-même et avec sa propre image, non, c'est aussi jouer pour des équipes. Donc, encore une fois, c'est le jeu. Donc, j'ai pas de préférence particulière. J'adore faire du doublage parce que je trouve ça très amusant. Et bien sûr, il faut du jeu. Ça, c'est encore une fois le départ. En plus, par rapport à un autre support, c'est que dans le doublage, il faut se fondre au rythme de quelqu'un d'autre. C'est ça le plus compliqué. Mais moi, je trouve ça très amusant, ça m'amuse beaucoup. La radio, ça m'amuse beaucoup. La télé, non, c'est un métier qui m'amuse beaucoup. Selon vous, quelles sont les recettes pour un bon scénario ? Donc toujours cinéma, théâtre, série, au sens large. Je ne sais pas s'il y a des recettes. C'est toujours... on ressort toujours la réflexion de Gabin. Pour faire un bon film, il faut une histoire et une histoire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Il faut que les créateurs, ou en tout cas les scénaristes, aient de l'imagination. Et surtout qu'ils n'aient d'objectif que effectivement de raconter une histoire et pas autre chose. Alors il y a des bonnes histoires, il y en a des moins bonnes. Mais quand c'est une bonne histoire, si c'est vraiment un mauvais scénariste, ça passera mieux qu'un très bon scénariste qui aura une mauvaise histoire. Ça c'est à mettre au fronton de votre clap.ch parce que ça c'est une vachement bonne réflexion. Là. Alors, à propos d'histoire, en fait, vous aviez participé aussi dans d'autres séries françaises, comme Navarro ou Joséphine Ange Gardien. Comment vous étiez arrivé dans ces projets ? Comment s'étaient passés aussi ces tournages ? Oh là, c'est simple. On est parisien, on est acteur, on est dans une agence, chez un agent. Quand vous êtes jeune acteur, vous faites là où on vous dit de faire. On vous appelle, on vous propose 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours dans une série télé. Vous dites oui, vous acceptez parce que ça fait partie de l'apprentissage et de ce métier. Alors après, on vous demande plus de jours ou on vous engage uniquement vous parce que c'est sur vous c'est bankable entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais c'est presque ça. C'est qu'on estime qu'on vous fait confiance et que vous allez être dans le noyau des acteurs sur lesquels on compte pour faire vivre la série ou le téléfilm. Mais avant, ils ont un téléfilm, ils veulent des acteurs, ils essaient de trouver, via les castings, les acteurs qui leur semblent être les mieux pour pouvoir incarner les rôles qu'on leur confie en fonction du tarif qu'on leur propose. D'accord. En plus de toutes ces implications en qualité de comédien, comme vous l'avez dit, vous êtes aussi doubleur.
Comment vous êtes arrivé dans ce domaine? J'y suis arrivé... Alors pour la petite histoire, je ne sais plus exactement. Je crois que j'avais un beau-père, le deuxième mari de ma mère, qui connaissait Jacques Thébault, qui était, alors vous savez mieux que moi, parce que Jacques Thébault, c'était les voix de très connus à l'époque. Roger Rudel et Jacques Thébault, c'était les Mystères de l'Ouest, c'est ça, ouais, à l'époque. Notamment. C'était des voix, des gens très talentueux et qui avaient des voix que tout le monde reconnaissait. Et je crois qu'il faisait du cheval avec mon beau-père. Et donc, quand mon beau-père a su que je voulais être acteur, dit tiens, il faut que je lui présente Jacques Thébault. Donc à l'époque, j'avais appelé Jacques Thébault, j'avais pas encore mon bac, et il m'avait dit écoute, passe ton bac. Et puis après, tu verras si tu veux être acteur. Donc j'ai passé mon bac, et puis j'ai pris des cours, et puis je suis parti faire du théâtre. Et puis quand je suis revenu, je l'ai appelé, et je crois que la première synchro, je l'ai faite avec lui, qui était un type absolument charmant. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas qu'il fallait lire à la barre. Je ne savais rien, je ne savais pas ce que c'est. Bon. Et il avait été très gentil, il m'avait pris par l'épaule. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. C'est lui qui a été le sésame, qui m'a ouvert la première porte vers le doublage. Et puis, après, ça s'est fait très vite. Et puis, je suis arrivé, moi, dans le doublage, à la grande époque de la création de la 5. Où sur la place de Paris, il y avait une demande énorme de séries télé, etc. Donc, les sociétés de doublage prenaient beaucoup de nouveaux acteurs. Donc, j'ai bénéficié de ce tremplin-là, en fait. Vous doublez dans les films, dans les séries. Est-ce que vous percevez une différence? Elle est énorme. Elle est énorme. Alors, sur le travail de doublage, oui. Il est énorme parce que c'est le temps qui nous est imparti qui change. Quand vous doublez aujourd'hui une série télé, en général, 52 minutes, vous le doublez dans la journée. Quand vous doublez un film, ce qu'on appelait un 35 avant, enfin un film, 1h30, si c'est un bon film, vous le doublez en au moins 5 jours. C'est quand même pas la même chose en termes de timing. Et du bon travail, si vous voulez faire du bon travail, il faut toujours du temps. Vous pouvez être l'acteur le plus adroit du monde, vous avez besoin de temps pour faire du bon travail. C'est comme à la télévision. Plus vous tournez de minutes dans la journée, et moins vous faites du bon travail. Moins vous tournez de minutes dans la journée, et meilleur travail vous faites. Donc dans le doublage, c'est la même chose. Tout est affaire de disponibilité de temps qu'on nous laisse pour pouvoir faire le travail. Mais justement, dans une société où tout le monde est stressé, tout le monde veut tout toujours plus vite, est-ce que le temps se raccourcit par rapport au travail de doublage? Est-ce qu'on vous demande de faire tout très bien dans les moindres délais? Bien sûr. C'est le problème principal. C'est que les gens veulent aller toujours trop vite. Il y a en plus spécifiquement dans le monde du doublage un problème très particulier, c'est que les acteurs sont payés à la ligne. Ça veut dire que celui qui emploie les acteurs a intérêt à faire aux acteurs le maximum de lignes dans le minimum de temps. Ça veut dire que si vous faites jouer les gens ensemble, ça va vous coûter plus cher quand vous êtes l'employeur. Il vaut mieux prendre chaque acteur les uns après les autres pour leur faire le maximum de lignes, parce qu'il y a un système de dégressivité. Plus vous faites de lignes et moins c'est cher à la ligne. Donc ça fait faire des économies à celui qui fait faire le travail. Mais c'est extrêmement pervers parce que ça amène ceux qui nous engagent à faire le doublage pratiquement à prendre des acteurs les uns après les autres. C'est terrible en termes de qualité de jeu. On joue mieux avec quelqu'un que tout seul. Parce que tout seul, il faut que vous imaginiez comment la réplique va vous être donnée. Évidemment, vous avez entendu l'original, mais en français, c'est pas exactement la même chose. Et des gens qui se parlent et qui s'échangent et qui jouent ensemble obtiennent un bien meilleur résultat qu'une succession de monologues. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut s'y habituer à ça. Encore une fois, c'est un peu pervers, parce qu'évidemment, les acteurs, ils sont payés plus dans le laps de temps dans lequel ils viennent, donc ils ne vont pas trop râler là-dessus. Et les doubleurs, ils ont besoin de faire ça pour que ça leur coûte le moins cher. C'est plus une espèce de... C'est une contradiction. Oui, ouais. Ça l'est devenu depuis quelques années, ça. Ce n'était pas le cas avant. Quoi qu'il arrivait, on essayait de faire en sorte que les acteurs se retrouvent ensemble pour jouer les scènes. C'était quand même plus
ça correspondait plus à la vérité de notre métier. Là, ça nous fait quand même tomber dans quelque chose qui est c'est un peu plus, c'est le pognon, c'est un peu plus mercantile que ça n'était avant, quoi. C'est pas la faute des acteurs, hein. Ça n'est pas la faute des acteurs. Il faut pas se tromper, hein. C'est encore une fois, on parle en permanence toujours, comment on appelle ça, où il faut travailler, être performant, là, je sais pas quoi, ce terme que tout le monde utilise, il faut être, vous savez, dans l'industrie, il faut faire le maximum de travail dans le minimum de temps, ça a un nom, je sais plus comment on dit, enfin bon, c'est productivité, je crois que c'est ça, c'est le terme. Il faut être productif tout le temps, c'est pas exactement, je sais plus, mais il faut être productif, et être plus productif que le voisin toujours. Donc il faut toujours aller plus vite. Donc et ça existe depuis, allez, ça fait une dizaine d'années quand même, que ça a fini par pervertir aussi notre monde à nous. Il y a qu'au théâtre où encore on est à l'abri de ça. À la télévision, on n'est plus à l'abri de ça. Au cinéma, on l'est un peu plus, parce qu'il y a un peu plus de moyens. Mais à la télévision, on est perverti par ça en permanence, dans le doublage plus qu'ailleurs. En 2001, vous aviez apporté en fait votre voix à Tim Roth, comme vous dites. Vous avez aussi travaillé sur lui dans Lie to Me. Il y a eu un espèce de blanc en fait où pendant un certain temps vous ne l'aviez plus suivi et vous êtes de retour dans le dernier Quentin Tarantino, c'est-à-dire Les 8 salopards, en reprenant son rôle. Que s'est-il passé durant ce laps de temps en fait? Pourquoi Alors, je sais pas, demandé de le reprendre? Je sais pas. Vous me l'apprenez? Parce que je trouve qu'on n'est pas propriétaire du rôle pour lequel on a été choisi une première fois ou dans le début de chacun des acteurs. On n'en est pas propriétaire du tout. Donc moi, je m'en tape complètement qu'il soit doublé par quelqu'un d'autre. Ça m'est égal. Je ne revendique pas du tout d'exclusivité sur les personnages qu'on a doublés, aussi importants soient-ils. Tim Roth, comme vous voulez. Il y a eu un film il n'y a pas longtemps sur le prince Régnier de Monaco, et Régnier, c'est Tim Roth qui faisait Régnier, et c'est Nicole Kidman, je crois, qui faisait Grace de Monaco, et c'est Daniel Day qui double normalement Tim Roth, Nicole Kidman, et moi qui double normalement Tim Roth. Pour faire Tim Roth, ils ont pris Laurent Stocker, qui est un copain et qui est un type charmant. Ça m'était complètement égal. Et Daniel Day, ils n'ont pas pris Daniel Day, je crois qu'ils ont pris Julie Gaillet pour faire... mal leur en a pris, parce que c'était un four épouvantable. Je dirais pas que c'est pas parce qu'ils m'ont pas pris et qu'ils ont pas pris ma camarade, mais c'est tant pis pour eux. Ça n'a pas marché, effectivement. Non, mais je plaisante, je blague, parce que ça n'a rien à voir. Mais je veux dire simplement que moi, ça m'est égal. Non, Tim Roth, il avait aussi... j'avais fait d'autres films avec lui. Il y avait un truc sur la FIFA. Je crois qu'il avait été fait un film sur la FIFA, et dans lequel Tim Roth faisait un des personnages. On racontait l'histoire de Blatter. C'était un gros film, hein, d'ailleurs sponsorisé par la FIFA. Et puis il a fait d'autres trucs. Non, et puis c'est moi qui l'ai doublé. Il est venu en Angleterre faire je ne sais plus quel film aussi. Non, c'est la seule fois où... mais encore une fois, moi, je ne regarde pas ça très précisément. La seule fois où j'ai constaté qu'effectivement, on le confie à quelqu'un d'autre qu'à moi, c'était pour Laurent Stocker. Mais encore une fois, comme c'est un copain, ça m'a amusé, je trouvais ça très bien. Oui, non, et puis je l'ai retrouvé, dernièrement dans le Tarantino, et c'est vraiment un bel acteur. Il y a des acteurs pour lesquels on a du plaisir, d'autres un peu moins. Mais lui, cet acteur est très particulier. Il a une espèce de liberté dans le corps et dans son jeu qui est très extraordinaire. Tu sais, les Américains ou les Anglais, ils sont souvent très hiératiques et ils ont un jeu très économe, etc. Lui, alors, il fait des grimaces, des trucs absolument incroyables et toujours juste, hein, bien sûr. C'est jamais ringard. Et ça m'amuse. Moi, j'aime bien quand les gars dérapent un peu et sont un peu déjantés. Donc, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. De manière générale, en fait, si vous constatez que vous n'êtes pas choisi par rapport à un doublage pour une personnalité attitrée, est-ce que vous avez la possibilité ou même le droit
d'émettre un veto en disant par exemple je suis là, j'aimerais bien participer? Moi, vous pouvez toujours le faire. Mais d'abord, je trouverais que c'est alors absolument incroyable d'oser dire non mais attendez, c'est moi qui l'ai doublé dans je sais pas quoi en 1912. Alors là, je trouve ça absolument ridicule. Vous savez, on fait un métier un peu compliqué pour arriver à situer votre talent. Bien sûr, il y a la demande qui est faite par le public. Et vous êtes bankable ou vous ne l'êtes pas. Et quand vous êtes en dehors de cette hiérarchisation, il y a le simple fait de savoir si on vous rappelle ou si on ne vous rappelle pas. Si on ne vous rappelle pas pour doubler un personnage que vous avez doublé, c'est soit parce que vous l'avez mal doublé, soit parce qu'on estime que vous l'avez bien doublé mais vous ne correspondez pas, on prend quelqu'un d'autre. Il ne faut pas essayer de faire l'impasse sur cette sélection-là, parce qu'elle est votre meilleure façon de vous situer, de situer votre talent, en tout cas dans ce monde du doublage. On vous rappelle, on ne vous rappelle pas. Et alors, si on ne vous rappelle pas, interrogez-vous plutôt vous-même sur le pourquoi on ne vous rappelle pas, plutôt que de vous dire on ne me rappelle pas, c'est pas bien, c'est pas normal, je vais appeler, je vais dire c'est pas non. Alors moi, j'ai aucun état d'âme là-dessus, puis ça m'est complètement égal. D'accord. Alors je vous dis pas, si je travaillais pas et si j'étais derrière ma télévision, j'aurais peut-être des états d'âme et j'aurais peut-être plein d'aigreur et je finirais peut-être aussi par prendre mon téléphone en disant mais pourquoi c'est pas moi pourquoi t'as pris quelqu'un d'autre pour le doubler? Je sais pas, mais c'est un sentiment que je connais pas. Donc quand je regarde et que c'est quelqu'un d'autre qui double un personnage que j'ai pu doubler, je dis ah ouais, il est vachement bien, ou alors non, incontestablement il est moins bien que moi, mais ça me fait ni chaud ni froid. Et encore une fois, personne n'est propriétaire du rôle qu'il a commencé à doubler. Je trouve que c'est une bêtise. Dans notre métier, ça n'a pas de sens. Alors justement, vous disiez, pour vous, l'important c'est moindre d'entendre un autre comédien au travers d'un acteur. Si vous êtes dans la situation où vous voyez à l'écran, par rapport à un film, à une série, où vous vous entendez en qualité de doubleur, comment vous êtes, dans quel état vous êtes, comment vous vous sentez en fait? Non, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça parce que je suis pas narcissique du tout. Les seuls moments où moi-même, quand je tourne, j'aime me voir, c'est pas le bon mot, mais c'est quand je vais regarder ce qu'on appelle le combo. Enfin, quand on tourne, on va regarder à l'écran de veille ce qu'on a fait. Moi, je le regarde, mais je le regarde sans le son. Simplement pour savoir comment je peux améliorer la place à la caméra, etc. Et puis faire le bon mouvement qui m'est demandé par le metteur en scène. Mais j'y vais pas pour me regarder parce que j'ai pas ce narcissisme-là. Quand je m'entends sur quelque chose que j'ai doublé, je n'ai pas davantage ce narcissisme-là. Je regarde parce que c'est quand même un bon moment pour savoir à peu près si le travail qui est fait est bien fait ou pas bien fait. D'un autre côté, quand on l'a doublé, on l'a quand même entendu normalement au moins une fois après l'avoir doublé, qui nous a permis de savoir si ce qu'on faisait était bien ou était pas bien, si on le gardait ou si on le gardait pas. Mais quelquefois, effectivement, c'est amusant de regarder dans la totalité. Par exemple, le Lie to Me, si ça m'est arrivé, ce qui m'arrive très rarement, ça m'est arrivé de regarder la série en français, pour voir du début à la fin qu'est-ce que ça donne. Est-ce que le travail que j'ai fait était cohérent? C'est uniquement dans ce souci-là. Mais j'aime pas, non, pas du tout. Entendre ma voix, ça me... Si j'arrive à l'oublier en regardant, c'est-à-dire si j'arrive à oublier ma voix, et si j'arrive à suivre à mon tour une histoire, avec un début, une fin, c'est que c'est réussi. Si j'entends trop ma voix, et si je regarde trop le doublage, c'est que j'ai peut-être pas bien fait. Comme toute dernière question, pour beaucoup de personnes ayant suivi la série Walking Dead en français, votre voix a pu rester marquante au travers de l'acteur David Morrissey qui interprétait le gouverneur, un personnage tout autant marquant. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce personnage, de cet acteur aussi en fait? Il faut que je sois franc. L'histoire de zombies, ça m'emmerde. Souverainement. Donc cette histoire ne m'a pas... Et puis moi, cet acteur est très, très particulier. Ça m'a amusé de le doubler. Mais non, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est celui qui a organisé le doublage. C'est un petit gars qui s'appelle Benoît Dupac, qui est un petit gars... Il est aussi dans
The Walking Dead. Oui, c'est ça. Ouais, je crois. Oui, absolument. Et qui est un petit gars absolument charmant et talentueux, et que c'est un bonheur de travailler avec lui. Il arrive à réunir des équipes de gens talentueux et qui s'entendent bien, et partir dans un projet quel qu'il soit, quand on est avec quelqu'un qui sait fédérer tout le monde et qui fait un bon travail, parce que c'est un gars qui fait un bon travail, c'est du plaisir, quel que soit l'acteur qu'on a à doubler. Mais ce personnage-là, je l'ai retrouvé dans d'autres choses. Il a un éventail assez large dans les rôles qu'on lui confie. C'est un acteur intéressant, c'est très bien. Mais encore une fois, le souvenir que j'en ai, parce que moi, ces histoires-là, alors c'est très personnel, ça m'emmerde. Donc, mais faire le travail, en revanche, c'est autre chose. Ça, oui, mais l'intérêt du truc. Mais alors, ceci dit, moi, c'était le début de Walking Dead. Après, ça a changé, ça a évolué complètement. Je ne sais pas du tout ce que c'est devenu parce que j'ai jamais regardé. Donc, je peux difficilement répondre à la question. D'accord, non, mais ça répond à la question quand même. Okay. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, alors, on n'oublie pas clap.ch. Clap.ch. Clap comme le clap. Et .ch. Et Nicolas pour la Suisse. Et oui, parce que CH, c'est la Suisse. Et oui, clap.la Suisse. Non, .ch. Enfin, clap.ch, quoi. Voilà, c'est... Bon, allez, Nicolas, ça, c'est un clap. C'est dans le clair, c'est... Ferme ta gueule. Voilà. C'est clap de fin. Clap de fin. Voilà.